Hello everybody, good morning. Good morning. Good morning. All those who prepare their speech in French are thinking, did I miss something? No, you didn't miss anything. You know, I just introduced a few minutes in English because we have two groups, one group with French speaking and a group here who speak in English, and after my short introduction, they will move in the other group. So thank you for being here this morning, and good morning. Thank you for your presence to this event dedicated to the topic of rencontres stratégiques. Strategic meetings. Yeah, I cannot translate that. Strategic meetings. So thank you for being here for les rencontres stratégiques this morning, and thank you for being here this afternoon for two main reasons. The first one, of course, is the graduation ceremony of the Business Science Institute, and the second reason is the launch of a book on the DBA, and we will talk about this book this afternoon, of course. As you know, Business Science Institute is a network, an international network organization, an academic organization that delivers only one program. And this program is a doctorate in business administration, what we call a DBA. And we teach in 3 languages, French, et en général en français j'enseigne, il n'y a aucun problème. Not very often in English, but we have 40% of our students speak English, and also in German, and very soon in Spanish. And we teach face-to-face and remotely. Face-to-face in 10 locations in the world, and remotely, of course, everywhere. Today we have more than 230 doctoral managers involved, and they come from 47 different countries. Thailand, Australia, Singapore, Canada, Germany, Africa, different countries in Africa. And of course, we are very glad to welcome all of them here. The presence here at the Trianon Palace, the presence of our academic institution here in Trianon Palace is quite surprising. And you have been surprised, I know that. You told me. And we are used to the modesty of our university, but maybe your university settled here very soon? Yes. Yeah, okay. You have your office here in the first floor. So usually, you know, in the university we are more modest, and we are not used to the luxury of Versailles. And of course, it's a surprise for everybody. But you have to understand, and you know why we are here. We are here thanks to our colleague, Professor Jean-Philippe Denis, who made this proposal, and we all know that he is particularly fond of Versailles. Maybe we'll explain that. And I would like to thank him for this initiative, and also his tenacity for all the organization of these events. But now it's time, after this short introduction, to ask to my colleague and to the doctoral students who speak English to move and go to the next room with Stephen. You see, Stephen is the guy with the tie. You know, he has a blue tie. Yeah, that's right. For the graduation ceremony this afternoon, Stephen will have a tie. Yeah? Yes, you move on the other side, the English speaking. Parce que maintenant, ici, on va parler français. Ok? Et maintenant, je passe la parole à Jean-Philippe. Merci au professeur Kanika. Merci à tous d'être présents. Alors je pense qu'il y aura des arrivées au fur et à mesure. J'ai reçu des mails pour me dire je suis prévu à 11 h, est-ce que je dois venir vraiment à 9 h? Donc on va avoir beaucoup de circulation aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont présents dès 9 h et pour ces rencontres stratégiques, cette première des rencontres stratégiques.
Et je ne peux pas ne pas remercier, présenter très brièvement, parce qu'on va commettre un nombre de crimes incalculables ce matin, à savoir demander à des grands auteurs francophones de s'exprimer en 5 minutes, donc ce qui est absolument, ce qui est tout à fait déplacé, absolument, ce qui est tout à fait déplacé, voilà, mais donc comme une invitation à aller les lire et à prendre le temps de la rencontre avec eux. Tout d'abord pour remercier vraiment infiniment Michel Calica, le Business Science Institute, du soutien dans l'organisation de l'ensemble de cette manifestation et de croire dans ce projet qui est celui de rencontres stratégiques. Nous vivons, c'est ma conviction, alors je préparais quelques boutades, hein, je vais essayer d'être très rapide, mais je pensais ce matin, Steve Jobs disait le but n'est pas d'être l'homme le plus riche du cimetière, je dis nous avec les académiques il n'y a pas beaucoup de risques, le but n'est pas non plus d'être le plus célèbre, je dirais, mais le but, comble de la bêtise, n'est pas non plus d'être celui avec le plus fort Roussel, avec le plus fort H-index. Et donc, retrouver le sens de la rencontre, est-ce que nous ne vivons pas un moment où ce qui est d'abord en crise, c'est la question de la rencontre et de la capacité à se rencontrer. Et donc, remerciement après Business Science Institute à Antidox et Choiseul Advisory, qui ont accepté l'idée qu'une rencontre était possible entre les réseaux professionnels, donc Antidox, cabinet de communication, d'influence et d'impact, Choiseul Advisory, l'Institut Choiseul bien connu, qui ont cru dans cette possibilité de dire mais finalement oui, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut penser des institutions nouvelles et se mettre main dans la main pour essayer de se rencontrer. Alors où se rencontrer mieux qu'à Versailles, je ne sais pas, donc c'est pour ça que quand on m'a demandé de choisir un lieu, j'ai dit bah, Versailles. Accessoirement, c'est pas très loin de chez moi, mais en plus, ça me paraît quand même pas mal, une marque mondiale, un rayonnement mondial, etc. Enfin, Versailles, c'est tellement plus chic que Paris. Voilà. Vous savez qu'à Versailles, on dit toujours que Paris est la province la plus proche de Versailles. Évidemment, qui dit Paris dit l'école de Paris. Merci Thomas de ta présence infiniment. Michel Berry malheureusement était au Maroc et m'a envoyé un mot pour me dire, évidemment il était prévu pour être là, mais il m'a dit ça va être trop difficile. Donc merci Thomas de représenter l'école de Paris. L'école de Paris, on en parlera dans le deuxième temps, après avoir célébré les grands auteurs francophones. L'école de Paris, depuis 30 ans, fait vivre différemment la conversation entre recherche et pratique. Je pense que nous avons besoin de nous régénérer dans nos sources d'inspiration, dans cette façon de faire vivre cette conversation. Et puis évidemment, il se trouve qu'hier, avant-hier soir, j'ai reçu un petit texto m'informant de la parution de l'Encyclopédie de la stratégie. Ouvrage qui nous tient beaucoup à cœur et donc qui est réédité par notre ami des éditions EMS et avec le soutien du rythme de l'université Paris-Saclay. Merci Sandra. Et donc voilà, on s'est dit, on va mettre tout ça autour de la table et puis comme toute rencontre, ce qui va être intéressant, c'est l'incertitude. C'est ce qui va émerger de la rencontre, mais finalement les occasions, les opportunités de rencontre sont aujourd'hui étrangement ce qui nous fait sans doute le plus défaut. Donc voilà, première des rencontres stratégiques, elles vont être multiples tout au long de la matinée, multiples pendant le déjeuner qui sera de l'autre côté, donc à l'hôtel, au salon Clémenceau, et puis multiples après, en fonction de tout ce qui émergera d'aujourd'hui. Merci à tous. Et donc nous débutons tout de suite, il est 9h09, oui, je me calicaïse, il est 9h09, et donc à 9h10, sauf erreur de ma part, est prévu le professeur Michel Bergada. Et oui, le professeur Michel Bergada. Pour ce premier temps consacré à la publication Stratégie et Management, Sens, Influence, Impact, c'est un très grand plaisir. Là, vous avez l'ensemble de nos grands auteurs francophones dont vous trouvez les ouvrages sur la table en sortant. Évidemment, je vous invite à les rencontrer davantage en lisant leurs ouvrages qui sont majeurs. Et puis Olivier Meyer nous parlera de l'esprit des collections des éditions EMS, que j'ai le plaisir de diriger. Je sais que j'ai le plaisir de diriger. Paul Beaulieu nous parlera de la collection Business Science Institute. Et enfin, Alain-Charles Martinet parlera à la fois grands auteurs francophones, à la fois Encyclopédie de la stratégie, à la fois Business Science Institute, par l'importance de la recherche et de redevenir des homo strategicus. Michel, c'est à toi. Bonjour, merci. D'accord. Donc mon livre s'appelle Le temps entre science et création. Donc c'est le storytelling de
de ma carrière, parce que finalement, l'histoire, nous la faisons tous, chacun, notre propre histoire, nous l'écrivons tous au fil de nos travaux. Et là, je vais juste vous raconter le futur, puisque mon livre s'arrête quand même en 2020. Il y a 2 mois à Paris, mon fils Jonathan me dit, avec un air un peu hautain, comme peuvent l'avoir tous les jeunes entre 30 et 40 ans, mais maman, qu'est-ce que vous faites pour la planète? Tu ne te rends pas compte, moi je ne voyage plus en avion, vous voyagez en avion, c'est pas possible. Ça m'a un peu énervé. Et je me suis replongée dans le temps et je me suis retrouvée à son âge en 1990, pour le 90, en 1990 à l'ESSEC, où le directeur général de l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Oisivron, me dit « Michel Bergueda, on a un problème. Pour les 20 ans de la taxe d'apprentissage, on pensait avoir des patrons, on n'en a pas. » Il y en a 3 qui ont répondu. Je lui dis « Vous inquiétez pas. » Du haut de mes, vous avez calculé, à peu près 34 ans, je lui dis « Donnez-moi les 200 plus grands patrons français. Vous avez leur adresse, je vais leur écrire, je vais leur poser des questions ouvertes, évidemment, sur qu'est-ce qu'est l'an 2000, quels seront les métiers du futur, quels seront les impacts stratégiques, etc. » Et je le fais, et puis je pose une petite question qui est « Que lisez-vous » Intéressant, je sortais de mon doctorat, je me dis « Bon, je vais voir comme ça mon indicatif, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive ?» Et bah, écoutez, alors l'étude a été publiée, elle est très bonne, il y a eu 200 personnes, 400, je ne sais plus, et ça leur a plu, cette idée d'aller les interroger. Donc c'est la première leçon. Deuxième leçon, ils ne lisaient absolument aucun livre de management. Le mot management n'existait pas. Re-engineering, qui était la tarte à la crème à l'époque, n'existait pas. Tous nos mots que nous utilisions et enseignions n'existaient pas. Ils lisaient de la philosophie, ils lisaient de l'histoire, donc choc. Je me dis, ok, ils ne lisent pas, donc je produis pour qui? Pour mon petit monde de scientifiques, aucun intérêt. Donc je crée l'observatoire, qui s'appelle maintenant Observatoire des valeurs de la société du management, qui me permet de rencontrer des hauts dirigeants, d'être dans l'œil du cyclone et de dire, mais finalement, c'est quoi les topics, c'est quoi les problématiques importantes? Et je fais maintenant un bond au mois d'août, je rentre donc avec mon charmant garçon qui me dit ça. Je dis, je vais te montrer ce qu'on peut faire quand on est à sa place. Donc, sur la base des 450 hauts dirigeants de Genève, avec qui de temps en temps j'ai des relations, j'en pointe 100, design expérimental. Sur les 100, je leur dis ceci, je plagie. La planète ne sera pas détruite par les pollueurs, mais ceux qui regardent sans rien faire ou qui en parlent à l'apéritif. Donnez-nous vos hauts dirigeants. Donnez-nous des personnes qui vont faire le futur, parce que c'est elles dans l'entreprise qui pourront le faire. Je vous dis, je suis au BSI, depuis 10 ans j'y enseigne. Donc, combien pensez-vous qu'il va y avoir d'inscrits à la promo de Genève? Sur 100, inscrits 10. Alors tous ceux qui sont en marketing, dites-moi si vous avez déjà un taux, pas seulement de réponse, mais d'achat de 10. Le dernier hier, envoyé par Patrick Audier de la banque Lombardier. Ça a dû plaire à Michel parce qu'il a dit « ça y est, les fonds sont débloqués pour payer mon 10 billets ». Réponse. Leçon de la petite histoire. Premièrement, j'ai prouvé à mon fils qu'à ma place, je pouvais faire changer quelque chose pour la planète sur le thème de la durabilité. Deuxième leçon, j'aimerais que le BSI change de braquet et comprenne qu'il ne s'agit pas d'attirer des demandes, de faire une logique d'offre, d'attirer des individus, des personnes de haut potentiel, mais il s'agit d'aller directement voir les hauts patrons, leur dire rien de ce qui a été écrit dans le passé ne pourra répondre à la crise sanitaire, économique, à la guerre, à tout ce que nous voyons, et au réchauffement climatique, bien sûr. Donc il faut inventer ensemble le futur et les écrits du futur. Une minute. Et donc, ça c'est les professeurs, vous qui avez tous des hauts dirigeants, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est facile d'aller voir un haut dirigeant, de lui dire, écoutez, on sait les former, vos futurs patrons. La Fédération des entreprises romandes, 40% de leurs grands patrons partent à la retraite dans les 10 prochaines années. Il faut qu'ils forment leurs cinquantenaires. Nous, on sait le faire, ils sont en train de chercher. Et je terminerai par ça. Moi, je vais faire changer. Ma parole est performative. Mais vous imaginez la parole performative des 10 candidats qui sont encore candidats, qui vont être pris?
comment ils vont rayonner sur la Suisse, sachant qu'il y a un ancien conseiller d'État qui a 3 CIO? Vous vous rendez compte comment on va faire bouger la Suisse? Alors, les Français, vous parlez bien, mais vous serez encore en train de parler, car nous, en Suisse, on aura déjà bougé, parce que là, j'avais 10, l'année prochaine, j'en aurai 10 sur la sécurité de l'informatique, l'année d'après, 10, j'aime bien parce qu'il y a des Suisses qui disent et donc, j'en ai d'autres. Donc, voilà, c'est facile à faire, il ne s'agit pas de faire la recherche et de la publication, mais pour faire la publication de demain, bougez-vous tous un peu. Merci. Je vais vous exposer, chers collègues, le point de vue d'un économiste sur un sujet qui est à l'intersection de la science économique et des sciences de gestion. Le terme d'économie de marché dont on se sert d'habitude pour décrire comment fonctionne l'économie, avec la loi de l'offre et la demande en particulier, est un terme qui est très réducteur et qui ne rend pas compte réellement de la façon dont fonctionne l'économie. L'économie ne se résume pas à 90%, ne se décrit pas à 90%, comme le disait Kenneth Boulding, par l'échange, et c'est la raison pour laquelle je propose la notion, le concept d'économie organisée de marché pour enfin donner dans les analyses économiques leur pleine place aux entreprises, en dépassant les propos anecdotiques que l'on voit dans la presse. Les entreprises sont responsables de l'offre, et c'est pour moi l'occasion, d'une part, de rappeler que l'offre de biens et de services est à la fois une offre de biens disponibles sur le marché, mais ceci est très important, bien sûr, l'offre de produits en cours dans les processus de production. Et c'est pour moi l'occasion de dénoncer cette fausse symétrie que l'on voit fleurir tous les jours entre l'économie de l'offre et l'économie de la demande. Il y a en fait une dissymétrie due au fait que le temps de l'échange est un temps court et le temps de la production est un temps long. Donc nous avons à la base du fonctionnement de l'économie les raisons d'un déséquilibre permanent. L'équilibre général des marchés est une pure chimère. À partir de cette idée de base, rappelant que les entreprises produisent non seulement des biens et des services, mais produisent des décisions, il y a des décisions d'une certaine catégorie, appelées des décisions stratégiques, qui impliquent des moyens conséquents, et ces décisions ont plusieurs caractéristiques. D'abord, il faut les dissocier conceptuellement des choix. Les économistes parlent toujours de la théorie des choix optimaux. Les décisions dont vous vous occupez en tant que spécialiste de sciences de gestion, c'est quelque chose qui vient après les choix. Et il peut y avoir des délais dus aux réticences des collaborateurs, aux résistances internes aux organisations collectives que sont les entreprises, et la façon dont les décisions concrètes se prennent est un sujet scientifique, un objet scientifique. Alors, il faut aussi dire que les décisions stratégiques sont des décisions qui se prennent en fonction dans le temps, et elles sont complémentaires, elles entraînent des suites de décisions complémentaires, et qu'il faut savoir organiser. Je passerai ensuite sur l'idée que le savoir-faire organisationnel est une condition absolue de réussite des décisions stratégiques. Et je pense qu'on éclairerait un peu mieux les explications données par les modèles de croissance qui se contentent, pour parler du résidu économétrique qui est inexpliqué par la croissance du capital et du travail, qui se contentent de nommer ce résidu gain de productivité globale des facteurs. Je crois qu'il faut aller plus loin et parler du savoir-faire organisationnel dont témoignent les pays que l'on compare. S'agissant de stratégie, bien entendu, comme disait Pierre Tomatoni, la stratégie c'est une confrontation permanente entre les objectifs, les ressources et l'environnement.
l'environnement des entreprises, surtout quand elles sont d'une certaine taille, n'est pas seulement un environnement marchand, avec les clients, les fournisseurs, les co-traitants, les concurrents, c'est un environnement non marchand et de plus en plus important. Je voudrais ici signaler qu'il faut sortir de la représentation de l'État abstrait et transcendant pour parler administration concrète avec lesquelles les entreprises sont en relation. Et les entreprises donc, doivent déployer des compétences particulières pour faire prévaloir leur point de vue ou défendre leur point de vue. Et puis, dans cet environnement non marchand, la société civile a pris beaucoup d'importance au cours des 40 dernières années. Dans les années 70, on a vu le nombre des ONG nationales et internationales proliférer, et elles exercent une influence qu'il serait intéressant d'analyser plus précisément. En fait, les entreprises sont prises dans un jeu triangulaire entre l'État, les administrations centrales et locales, etc., et les ONG. Excusez-moi, bon, professeur bien aimé, mais je dépasse. vous avez déjà dépassé. Alors je conclue. C'est pas grave, puisque le professeur Alain Burlot va vous laisser de son temps de parole. Ce n'est pas grave. Non. Donc je voulais simplement dire que les centres de gestion devraient peut-être se faire plus entendre sur la culture d'entreprise, sur l'emploi des seniors, sur les effets économiques des modèles de gestion soi-disant performants. Voilà, c'est la conclusion. On vous lira avec beaucoup d'attention. Merci Jean-Philippe. Je voudrais également remercier tous les organisateurs de cette rencontre qui me paraît absolument essentielle, car elle répond à la question qui est posée ici. Donc, je ne vais pas trop vous parler de comptabilité, quoique le sujet soit passionnant, mais je vais vous parler plus précisément du sens de l'influence et de l'impact. Alors, énoncer ça, c'est en même temps poser une question, et implicitement, après avoir posé la question, c'est donner une réponse. La réponse implicite, c'est que l'impact ne serait pas terrible. Alors, quand on parle justement de cet impact, il faut quand même vérifier quelles sont les attentes, et c'est par rapport à ces attentes que l'on peut juger de la qualité ou de l'importance de l'impact. Alors, si l'attente, c'est que les praticiens lisent les articles publiés dans les revues académiques, comme le disait Michel Bergada, le résultat, il est assez décevant. Bon, donc, ils ne lisent pas ce que nous produisons dans les revues académiques. Mais nous ne faisons pas que cela, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs participent à des manifestations, des rencontres, publient également dans les revues lues par les praticiens, car ils lisent, mais d'autres supports, bien sûr. Et là, nous faisons quand même des choses. Ce n'est pas tout à fait au niveau que l'on pourrait souhaiter, mais nous faisons des choses. Mais je voudrais m'interroger aussi sur ce qu'est la demande sociale. La demande sociale qui est adressée aux enseignants-chercheurs, c'est quand même essentiellement la demande exprimée par des étudiants. Éventuellement des publics en formation permanente, mais pour la part la plus importante, les étudiants. Que demandent les étudiants? D'avoir par exemple des cours et des supports pédagogiques, des manuels, qui soient impactés, pour reprendre ce terme, par les avancées de la recherche. Alors la meilleure preuve qu'on ait, c'est que si je compare les manuels sur lesquels j'ai pu travailler quand j'étais étudiant dans les années 60, avec les ouvrages qui sont publiés aujourd'hui, il y a un progrès considérable. Regardez simplement le stand de MS qui est à l'entrée de cette salle. Est-ce que ces livres auraient pu être publiés il y a 50 ans? La réponse est non. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas. Donc, premier impact, la production pédagogique. Et puis, il y a une deuxième attente de nos étudiants, c'est leur insertion professionnelle. Ce qui suppose un dialogue avec les professionnels. Alors, nous le faisons, sans doute insuffisamment, mais cet impact, il est en fait à double détente. J'ai fait un petit peu de management public, donc on a une fonction de production à deux étapes. Premièrement, on produit une activité, et puis deuxième étape,
l'activité transforme la réalité. Et en enseignant différemment, nous formons différemment. Et si l'on veut mesurer notre impact, il faudrait pouvoir mesurer ce qui n'est pas mesurable, la façon dont pensent les jeunes cadres par opposition aux cadres qui ont été formés il y a une cinquantaine d'années. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, bien au contraire, c'est un encouragement. Ce que nous devons faire en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est vérifier, pour prendre l'expression commune en audit, que l'expectation gap, donc l'écart entre les attentes, la demande sociale et nos activités, reste aussi faible que possible. Un enseignement qui ne se nourrit pas de la recherche est pauvre, et une recherche qui n'a pas d'impact sur nos enseignements, c'est du nombrilisme. Là aussi, je reprends l'expression de Michel Bergada, c'est les publiants écrivent pour les publiants. Donc, l'index H, ce n'est pas le Graal de notre activité. Merci, professeur Alain. Voilà, puisqu'on a peu de temps, je vais dire les trois termes. Je vais surtout me centrer sur le sens, la question du sens. Et en posant trois questions, comment se pose le problème aujourd'hui, comment j'y ai été confronté depuis 50 ans, et pourquoi il a fallu si longtemps pour que cette question soit reconnue publiquement comme essentielle. Alors, comment se pose le problème aujourd'hui? La question du sens se pose différemment suivant qu'on présuppose un monde cohérent et bien déterminé, ou bien qu'on est confronté à un monde caractérisé par la prolifération de propositions contradictoires et vraies, ou encore de propositions confuses. Si l'on en croit un texte récent, l'association pour l'emploi des cadres, l'APEC, la question du sens se pose de façon nouvelle dans les entreprises. C'est en mars 22, j'ai lu ce texte. La quête de sens au travail est devenue essentielle dans la société actuelle. Un objectif à atteindre pour les cadres, l'objet d'une stratégie à mettre en place pour les dirigeants, un challenge d'accompagnement pour les managers. Transposé au domaine de l'édition scientifique, cela donnerait la quête de sens au travail est devenue essentielle dans la société actuelle. Un objectif à atteindre pour les chercheurs, l'objectif d'une stratégie à mettre en place pour les éditeurs, un challenge d'accompagnement pour les managers. De quand date cette mutation du statut de la question du sens? Dans le texte introductif à notre session, deux origines sont proposées. L'une date d'il y a 15 ans, qui est le début de l'explosion des nouvelles technologies, et l'autre d'il y a 50 ans, qui est le début de l'institutionnalisation de la recherche en stratégie. Il est normal que la question posée du point de vue de l'éditeur mette l'accent sur les processus de diffusion, et donc fasse remonter l'actualité de la question aux derniers 15 ans. Je voudrais proposer que du point de vue de la recherche, il est possible de faire remonter à 50 ans l'importance nouvelle accordée à la recherche du sens. Qu'il me suffira pour cela de retracer les occasions qui m'ont été données d'être confronté à des situations caractérisées par la présence de fortes contradictions entre normes supposées organiser les rapports sociaux. Alors, comment j'y ai été confronté, je vais essayer d'aller vite puisque le temps est réduit. Premier exemple, déjà aux États-Unis, dans ma thèse, je rencontrais des étudiants de business qui ne voulaient pas travailler dans la grande entreprise et qui disaient explicitement vouloir travailler soit dans une PME, soit dans une ONG, soit même dans une administration. Interprétation, il doit y avoir une crise de légitimité de l'entreprise qui est liée au fait que la trop grande entreprise est incompatible avec l'idée de concurrence qui est l'idéologie sous-jacente. Premier point. Deuxième exemple, de retour en France, il y a le développement du management public. Et là, je retrouve une crise explicite dans le droit, la crise du critère du droit administratif, qui est supposée définir la limite entre le public et le privé. Bon, voilà, donc une deuxième crise. Le fait d'être professeur de marketing nous confrontait à la contradiction entre une discipline dont la diffusion est universelle, rien n'y échappe, et en même temps des attitudes extraordinairement négatives à son égard. Alors, ça m'a fait réfléchir. Et penser que le marketing, qu'on pouvait définir le marketing comme la forme moderne, bureaucratique de la sophistique. La sophistique étant, suivant Platon et Aristote, l'adversaire ou l'ennemi de la philosophie. Et donc, crise encore, dans la mesure où la philosophie joue un rôle, la raison joue un rôle central dans nos institutions. Un peu plus tard, vers la fin des années 80, l'étude des risques majeurs me conduisait à prendre la mesure de l'importance de la différence entre risque et incertitude. Tout ceci
conduit à interpréter la forme nouvelle que prend la question du sens dans le vocabulaire de Max Weber comme l'expression d'une crise du mode de légitimation rationnelle légale, crise qui implique la crise de la raison, donc de la philosophie, et la crise de la loi légale, donc qu'elle soit juridique ou scientifique. Finalement, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'on s'en rende compte, alors que ça existait déjà? C'est que, comme l'écrit l'anthropologue britannique Mary Douglas en 2001, l'idée la plus fondamentale qui soutient la possibilité de la société, plus fondamentale encore que l'idée de Dieu, est l'idée qu'il peut y avoir des connaissances certaines. Et elle ajoute, si nous reconnaissons plus d'incertitudes aujourd'hui, ce sera à cause de choses qui seront survenues au fondement institutionnel de nos croyances. Et c'est ce que nous devrions étudier. Tel est le programme de recherche que j'ai suivi par anticipation pendant plus de 50 ans. Alain et moi encadrons donc la plus grande business school réputée de France, voire d'Europe. On ne va pas rentrer dans les classements. Sur Réfléchir, qui est le titre de mon ouvrage, en fait, je remets en cause ce que j'appelle le capitalisme académique. Manifestation du capitalisme académique, la façon dont nous en avons écrit, voire enseigné, c'est encore bien pire, pour ce qui concerne la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Deux anecdotes. Première anecdote, j'ai accompagné dans la décennie 90 la montée en puissance de l'éthique des affaires en France. J'ai beaucoup sympathisé avec une collègue irlandaise, et donc la grande business school irlandaise UCD devait à cette époque embaucher un nouveau directeur qui devait être bien sûr World. Et indépendamment ou au-delà même de son salaire, il était question de le dispenser de payer des impôts en Irlande. Deuxième exemple, toujours autour du capitalisme académique des entités dans lesquelles nous sommes, je fréquente les destinations sahéliennes, et il y avait là, dans une des réunions, le représentant d'une grande business school située aux Pays-Bas, donc je ne le citerai pas pour éviter d'avoir des ennuis ensuite, qui expliquait le gros travail qu'il faisait à Ouagadougou, qui est une ville que je fréquente, et je suis quand même supposé un peu connaître ce qui peut s'y passer en sciences de gestion. Je dis, mais où? Mais où? Mais où? Et alors le pauvre, comme il était dans le reporting du reporting, et pourtant les business schools sont quand même pas staffés au-delà de poids excessif, il n'a pas été capable de me dire où. Capitalisme académique, donc à la fois sur le fonctionnement de la business school et sur ce qu'elle est devenue. Deux choses dans le contenu de ce capitalisme académique. L'abus dépensif, bon oui évidemment c'est facile, hein, les déterminants, les mécanismes, les facteurs clés de succès, comment peut-on vivre sans facteurs clés de succès, déterminants et mécanismes? Et donc j'ai assisté dans ma carrière à la montée en puissance des poussifs, des modes, la disruption. Merci Jean-Denis de cette perspective aussi disruptive que l'organisation de cette session. Le New Public Management, nouveau, quand même, depuis le temps, il a pris de l'âge, hein, pour nouveau. Ce qui pose la question de la profondeur de la réflexion. Pour l'autre volet de l'enjeu de cette discussion, de ces présentations, les publications. Donc moi j'ai qualifié cet univers de publication d'extériorité des publications. Vis-à-vis des étudiants, y a-t-il quelque chose d'enseignable? Sans doute pas, ou très peu. Vis-à-vis de la société, je rappelle que Ghosn a été peut-être même plusieurs fois élu manager de l'année. Hein, bonjour la société qui l'a élu, hein, pour le dire de cette manière-là. Bon, et il y a toujours du manager de l'année, le plus grand dirigeant, la plus grande fusion, puisque j'étais amené à faire un vote sur celui qui avait fait la meilleure fusion de l'année, il y avait toute une liste. Et quant aux entreprises, hein, vous voyez, extériorité des publications. Quant aux entreprises, quant à nos interlocuteurs d'entreprise, heureusement qu'il y a le Bibi, hein, merci Michel. Le dernier élément, c'est la langue, mais de toute façon, il y aurait bien d'autres personnes qui parleront la langue. Vive le globish!
Dieu merci, j'ai été appelé à m'exprimer en français. Si j'avais été obligé de m'exprimer en anglais, j'aurais dû dégrader la qualité rhétorique de ce que je voulais vous présenter. Donc le troisième élément, c'est le globish. Je serai prochainement au jury de thèse d'une thèse rédigée par un Vietnamien en anglais, c'est-à-dire en globish. En plus sur les facteurs clés de succès. Donc c'est la partie gratuite. Donc c'est la raison pour laquelle c'est réfléchir, 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 puisque nous sommes miroirs de nous-mêmes. Disons par réfléchir. Nous sommes miroirs de ce que nous regardons, réfléchir parce que sans doute devons-nous avoir des enjeux conceptuels majeurs. Et réfléchir, c'est, on vous renvoie un savoir. Merci. Alors, j'ai prévu de... Alors, je pense être bref, j'annonce ça souvent, je ne suis pas toujours à la hauteur de mes promesses que j'essaie de faire. Juste quelques mots pour dire quelques mots sur le sujet à partir d'une étape initiale du travail de publication qui est le travail de thèse, puisque cette première étape est une étape prometteuse évidemment pour celui qui l'a fait vers la publication à venir. Si on convient qu'une thèse peut se définir même de manière sommaire comme une réponse qui est jugée scientifique à une question qui est jugée pertinente, on peut dans cette pertinence de la question dissocier deux registres, un registre qui est épistémique, c'est la contribution de la réponse à la connaissance acquise, et un registre pratique, praxéologique, c'est-à-dire ce qu'on peut en faire. Et ça me permet je pense qu'effectivement dans ce souci de la contribution du travail de publication, qui commence par la contribution du travail de thèse, il y a lieu de souligner que les thèses de DBA, et singulièrement du BSI, sont l'occasion de préserver l'équilibre entre les deux types de contributions. C'est un travail que je salue, évidemment. Alors ensuite, je voulais traiter du sujet par le sens, comme ça a déjà été fait plusieurs fois, à travers un raccordement à l'ouvrage, c'est pas une action promotionnelle, c'est parce que je suis plus à l'aise dedans, évidemment, c'est-à-dire pour essayer de raccorder cette question du sens à des questions épistémologiques. Je pense que dans le sens, la question épistémologique, c'est une question qui est consubstantielle, comme on dit, au parcours scientifique. Ce n'est pas une coquetterie anecdotique, c'est un questionnement légitime du chercheur. J'en parle avec beaucoup de modestie, parce que tous ceux qui m'ont précédé et qui vont me succéder ont déjà évoqué ces questions épistémologiques et leur importance. Donc on est au cœur du sujet. Il ne faut pas laisser ça non plus à des philosophes des sciences, parce que la constitution du Cercle de Vienne montre bien que les scientifiques étaient largement présents dans ce débat. C'est leur débat. Le scientifique je dirais naturellement un questionnement de nature épistémologique. Et puis, c'est l'occasion aussi de rappeler que la méthodologie de l'étymologie grecque, c'est le chemin qui conduit au-delà. Donc au-delà de quoi? Au-delà d'une ignorance, au-delà d'une limitation aussi de l'individu par ses capacités cognitives, par ses capacités sensorielles, c'est la définition grecque classique, et aller vers une vérité. Et cette vérité, qui est la proposition du chercheur quel qu'il soit, d'une publication d'une thèse, la question épistémologique, c'est la question de savoir ce que cette vérité doit à l'objectivité, ou demeure prisonnier du sujet, et dans quelle mesure elle rend compte aussi d'une réalité. Donc c'est des questionnements, je pense, au-delà de la méthodologie, qui encastrent le travail, qui font partie évidemment nécessairement du scientifique. Alors j'ai dit que ce n'est pas une coquetterie, et singulièrement en marketing, et je me tourne vers tous ceux qui sont en marketing, dans les travaux de Shep Dillon, j'ai eu l'occasion de travailler dessus sur les grands auteurs en marketing, chez EMS, on découvre qu'entre 70 et 90, la question au fond qui allait poser les éléments de scientificité pour des années en marketing était posée par Hunt en termes de réalisme scientifique contre la critique notamment de Monieson de Lacan, des méthodes de nature plus qualitative. Et c'est vrai qu'il y a un débat initial qui était séminal pour les années à venir, qui a plongé ses racines dans l'épistémologie. Alors ça, c'est la conviction personnelle. Il y a un constat. Je pense que pour les thèses auxquelles je suis associé, je pense que la question, même modeste, de l'inscription épistémologique dans les thèses, elle n'est pas si systématiquement présente. Elle a probablement même tendance à se réduire. Quand elle est présente, elle est parfois un peu convenue. Et puis peut-être même elle est assez mal placée, parce que très souvent on demande à l'étudiant d'avoir un positionnement, quand il n'entend pas le mot de posture épistémologique, mais très en amont dans une démarche d'entonnoir, et ensuite de dire où il en est. Je pense que
ce qui serait légitime, me semble-t-il, en termes de sens dans les travaux de production, dans le raccordement entre la méthode et son contexte épistémologique, serait plutôt d'attendre du chercheur, quel qu'il soit, en thèse ou par les publications ultérieures, en thèse c'est plus facile, qu'il ait conscience, au fond, de l'endroit dans le cadre épistémologique où le situe la méthode ou les méthodes qu'il a retenues. Donc c'est une approche plus modeste, mais je pense qui est assez légitime. Et je finirai avec une métaphore, je crois que très précise, je termine après. Dans le domaine des régions productrices de vin, puisque Bordeaux en est une, parmi d'autres, le vin de qualité, quand il est produit, il est plus cher, et il dépend à la fois du terroir, sa richesse, et de la qualité des viticulteurs. Mais sa préservation dépend aussi de l'exigence du consommateur. Et le CIVB à Bordeaux, qui est le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, l'a très bien compris, et crée des cours d'œnologie. Ces cours d'œnologie sont des cours qui sont destinés à permettre à chacun de différencier les niveaux de qualité pour que le vin de qualité demeure. Bon, d'une certaine manière, c'est l'illustration métaphorique de ce modeste ouvrage que j'essaie de faire. Au fond, c'est un ouvrage d'épistémonologie. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois destiné à donner un peu de connaissances, mais aussi peut-être à permettre un degré d'exigence au regard de la production de sens par les travaux de publication. Merci. Déjà, désolé pour ma voix, parce que j'ai une angine, donc ça n'aide pas. Je vais me présenter là en qualité de directeur de collection des éditions ENS, et suite à des échanges et discussions que j'ai pu avoir à la fois avec Gaël Le Tranchant, le dirigeant de cette maison d'édition, et plusieurs directeurs de collection. Déjà, plusieurs constats en termes aujourd'hui d'évolution. Première tendance marquante aujourd'hui par rapport aux 10 dernières années, c'est une diversité des supports de diffusion qui, au-delà du livre physique, aujourd'hui s'accompagne de plus en plus du e-book et des bibliothèques numériques, Cyberlibris et Kern. Et c'est important parce que c'est de plus en plus scruté par les éditeurs, à la fois en termes de stratégie d'impact et de modèle de rentabilité. Et on peut penser en termes d'anticipation, ça pourra changer demain les discussions, les rapports entre éditeurs et auteurs. Première tendance. Deuxième tendance, le phénomène de labellisation. Je pense ici notamment à la labellisation FNEJ, qui, force est de constater, s'est imposée en termes de pratiques et de mœurs, et c'est surtout ça qui est intéressant, qui est aujourd'hui intégré à la fois par les éditeurs et par les auteurs en termes de stratégie d'impact et de médiatisation. Troisième tendance qui nous a marqué, c'est que finalement le livre est aujourd'hui inséré de plus en plus dans un écosystème autour d'actions et produits dérivés, de plus en plus professionnalisés, organisés, structurés, où finalement la transmission et la valorisation du livre passe également par des interviews dans la presse nationale et locale, des entretiens QSOG, des chroniques Zerfi Canal, des chroniques FNEJ Média, des bonnes feuilles dans The Conversation, ou encore des vidéos, des podcasts, parfois même à l'initiative des éditeurs. C'est par exemple le cas des éditions UMES avec des podcasts auteurs. Dernier point en termes de tendance, c'est le renforcement des fonctions associées au livre, qui sont de plus en plus fréquentes et systématiques. La première d'entre elles, et à mon avis ça légitime tout à fait l'objet des rencontres stratégiques, c'est une fonction de plus en plus demandée et recherchée entre des professionnels, des praticiens et des enseignants-chercheurs. Allez, à l'instar d'un ouvrage en cours actuellement entre par exemple la Gendarmerie nationale et des enseignants-chercheurs en stratégie, management, système d'information, marketing, autour des thématiques d'avenir, comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les nouvelles formes d'organisation, de coopération, la culture scientifique, ou encore un ouvrage récemment publié chez EMS intitulé « Religion, faits religieux et management », où en fait plusieurs chapitres sont consacrés à des grands entretiens et à un dialogue constructif entre praticiens, DRH, directeurs de la diversité et des chercheurs experts sur le fait religieux en entreprise. Deuxième fonction qui m'a marqué en termes de tendance, c'est des fonctions de partage, souvent de partage de légitimité entre d'un côté des enseignants-chercheurs, souvent spécialisés sur des thématiques précises, issues de leur thèse ou de leur HDR, et des entreprises qui en fait donnent accès à des terrains assez originaux, spécifiques, ou en tout cas
difficile d'accès de la part du grand public, à l'instar par exemple d'ouvrages sur la gestion des entreprises sociales et solidaires ou sur le management des coopératives. Autre fonction importante, et on a une directrice éminente d'un laboratoire dans la salle, on voit aussi une fonction d'animation qui est de plus en plus présente, où les centres de recherche, les laboratoires et les chaires en fait ont recours au livre comme un outil d'animation et de fédération des équipes pour fédérer une communauté autour des thématiques à fort impact social et sociétal. Deux exemples marquants, un livre initié porté par exemple par le professeur Laurent Capiletti et l'équipe du CNAM sur la connaissance et la gestion de la crise suite à la pandémie, ou encore, le mot sens a été évoqué tout à l'heure, un livre intitulé Sens au travail, porté initié par le professeur Nathalie Coméras et l'équipe MRM de Montpellier. Deux autres fonctions marquantes après les pistes prospectives. Nous sommes presque au bout. Ah mince. Bon, donc je vais finir du coup sur les éléments de prospective en termes de questions. Suite à ces constats-là, aujourd'hui où on en est dans les réflexions au niveau des éditions MS, il y a quelques questions qui nous taraudent, et on espère d'ailleurs que les rencontres stratégiques pourront être d'une forte utilité. Comment finalement, au-delà de ces belles initiatives, aller plus loin finalement dans les rencontres entre praticiens et le monde académique, sur quelles nouvelles formes relationnelles, pratiques ou organisationnelles? On pense que les rencontres stratégiques sont une piste de solution dans ce domaine. Deuxième élément qui nous marque, je raisonne en tant qu'éditeur, c'est que lorsqu'on est un éditeur inséré dans un marché mondialisé et en hyper-compétition, comment peut-on s'inspirer d'autres industries créatives, qu'elles soient artistiques, culturelles, musicales, pour continuer à se renouveler à la fois en termes de contenu et de contenant, indépendamment des évolutions technologiques en lien avec le numérique. Et les deux dernières questions, et là c'est un élément important par rapport à MS, lorsqu'on est un éditeur francophone, peut-on encore faire coexister la diversité culturelle? Est-ce qu'il y a encore une place pour une pensée autonome et critique et une possibilité de valoriser des démarches créatives, originales, voire transgressives? Et enfin, dernier point, EMS, c'est un éditeur qui s'appelle Management et Société, et du coup, comment finalement renforcer l'impact de la pensée stratégique et managériale auprès du grand public, auprès de l'opinion et des entreprises. Merci. Si on veut donner un titre potentiellement sur mon bref propos en rapport avec publier en stratégie, je vous dirais la recherche d'un pont entre deux continents. J'ouvrirai mon propos avec une confidence personnelle, si vous me le permettez. Dans la foulée d'une expression bizarroïde, je vous dirais que la destinée de mon destin a fait en sorte que je vive, au cours des 50 dernières années de ma vie professionnelle, une double vie. Une vie qui a été amorcée dans le monde du développement. J'étais à l'Office de planification et de développement du Québec, et toutes les questions de développement national, développement local, de stratégie et ainsi de suite, a été ma vie au cours aussi de ces 50 dernières années. Mais en même temps, on m'a offert très tôt, parce que dans ce monde, on n'y travaille pas sans avoir un PhD, on m'a offert un poste d'université. Et j'ai accepté ce poste, mais j'ai continué à vivre sur les deux tableaux, vie à l'université, et mes préoccupations de recherche des 10 premières années de ma vie académique étaient sur les stratégies de publication, les stratégies de carrière de l'élite scientifique mondiale dans le secteur biomédical. Donc la question de la publication a toujours été pour moi un sujet qui m'intriguait, et j'avais constaté, comme beaucoup d'entre vous, qu'il y a deux continents qui relativement s'ignorent, un peu comme la professeure Pargada disait, ce que les gens lisent dans les directions stratégiques ne correspond pas à ce que nous on produit, et ainsi de suite. Tout au long de ma vie professionnelle, je dirais, à travers le monde, j'ai eu à travailler avec des gouvernements à travers la planète, de l'Indonésie au Brésil, un peu partout, là, en Afrique, Afrique du Sud, et ainsi de suite, Japon, Brésil. Avec des dirigeants stratégiques, on a beaucoup reçu mes services parce que, justement, j'étais un docteur d'université, je n'étais pas le cabinet qui allait répéter leurs secrets de la chambre, et en conséquence, on pouvait réfléchir tout haut en termes de stratégie. Une confidence que des dirigeants, que ce soit ministres
au CIO, je me rappelle le travail, un chantier mondial que j'avais fait pour l'aérospatiale ici en France. Il disait, vous savez, moi, mon problème en stratégie, c'est pas la stratégie, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, on n'a quand même pas tant de choix que ça. La tactique, j'ai des étages de bombe pour choisir la configuration tactique qu'on va déployer. Mon problème à moi, c'est le problème. Quel est le problème sur lequel je dois appliquer une solution, une stratégie pour transformer le monde de mon organisation? La théorisation du problème, littéralement. Et donc, ça m'a amené à comprendre cette pièce manquante entre deux continents, à savoir une contribution que le monde, qui s'adonne à la réflexion, qui s'adonne à la mesure des choses, qui s'adonne à la réflexion approfondie, à l'intelligence de la situation, de pouvoir contribuer sur le plan stratégique, premièrement en publiant, en diffusant, en dialoguant sur la problématique qui est soulevée. Les grands cercles qu'on dit souvent ésotériques comme le Bilderberg ou d'autres, la trilatérale, il fut un moment, ou d'autres grands think tanks où les dirigeants, on les voit, ils se réunissent et ainsi de suite. Au niveau de la connaissance populaire, on pense toujours qu'ils se réunissent pour comploter ou quoi que ce soit. Ils se réunissent pour avoir parlé avec certains d'entre eux, pour partager sur la lecture qu'ils font du théâtre du monde comme tel. Une fois qu'on comprend quel est le problème, on peut en être en mesure beaucoup plus facilement de faire des choix stratégiques. Et donc, la créativité de connaissances sur la théorisation du problème. Vous savez qu'on a inventé la théorie à partir du génie grec, à partir de l'interprétation de pièces théâtrales qui cherchaient à réduire en analogie la dynamique du monde, et on théorisait qu'est-ce qu'on en comprenait, on en intellectualisait qu'est-ce qu'on en comprenait. Et donc, en conséquence, je crois que si nous voulions faire un pont entre ces deux univers, nous pourrions faire un effort pour publier sur une intelligence appuyée sur des bases scientifiques, sur l'évidence des faits, la preuve par les faits, de la théorie des problèmes sur lesquels, et eux, après, pourront y travailler. Vous savez, dans ces cercles, c'est la raison pour laquelle on retrouve souvent cette image des icônes symboliques telles que la chouette ou quoi que ce soit, ces animaux qui gardent les yeux ouverts pendant la nuit et qui peuvent voir à travers la noirceur ou l'épaisseur des faits pour distinguer les forces structurantes de la réalité sur lesquelles on va construire une réponse stratégique. Merci, professeur. Le problème, c'est le problème. Je ne pense pas que qu'Alain Charles Martinet va infirmer cette proposition. Et je note qu'on a cité la trilatérale, le Bilderberg et le Bricon, ce que vous confiez le professeur Elfer, président du conseil académique du Business Science Institute, que dans le 7e arrondissement, on ne parle plus que de RST. Qu'est-ce que c'est que ça, le RST? Les rencontres stratégiques du Trianon. Alain Charles, la parole est à toi. Merci Jean-Philippe. J'ai été très tôt, quand je dis très tôt, c'est à l'occasion de ma thèse de doctorat d'État à Dauphine, sous la direction d'Alain Bien-Aimé, que je salue avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, et de Eddie Gorontsov à l'Institut européen de management de Bruxelles. J'ai été amené très tôt à me poser la question, non pas quel est le sens, l'influence et l'impact de la publication en stratégie et management, mais quels sont le sens, l'influence et l'impact de la recherche en stratégie et management. Et pour des raisons mystérieuses, il m'a semblé très tôt que je n'avais pas l'intention de passer 50 ans de ma vie à collectionner la validation empirique de relations causales de type si A alors B. Et qu'il y avait sans doute un tout petit peu mieux à faire, et ce tout petit peu mieux à faire était peut-être d'essayer de comprendre un tout petit peu le monde pour essayer de donner quelques voies pour essayer de le changer un tout petit peu. Donc, d'entrée de jeu, si je peux dire, et je remercie encore Alain Bien-Aimé de m'avoir laissé faire, ma thèse n'a rien expliqué.
Elle s'est contentée de recueillir, de décrire et de proposer des voies et moyens pour essayer d'élaborer des analyses d'environnement dans le cadre de la stratégie. Alors, le petit livre que les directeurs de collection m'ont incité fortement à écrire, alors même que j'étais dans les montagnes chamoniardes et que la concurrence était sévère, ce petit livre, au fond, ne fait que retracer la recherche en stratégie et management, sens, influence et impact, avec évidemment cette position forte, c'est que le sens, l'impact et l'influence sont très directement liés, sont très directement interdépendants, et qu'ils dépendent beaucoup des choix épistémologiques et méthodologiques que l'on pratique. Je dis bien que l'on pratique et non pas que l'on fait. Donc un choix, et ça n'étonnera pas ceux qui m'ont un tout petit peu lu, un choix qui a plutôt été de type pragmatiste, comme on dit aujourd'hui, et qui, encore une fois, a traversé le demi-siècle, si j'ose dire, de recherche en stratégie et management que j'ai essayé de pratiquer. Alors, j'avais trouvé tout de suite le sous-titre, Capitalisme liquide, destruction créatrice, pour ne pas dire création destructrice, et mondes habitables. Le titre, il m'a fallu un tout petit peu plus longtemps, puis je me suis dit, après tout, tu as passé 50 ans de ta vie à parler de stratégie, alors ose ce titre Homo Strategicus. Alors Jean-Philippe m'a demandé de dire quelques mots de l'encyclopédie, je ne sais pas où il est passé, Jean-Philippe, là-bas au fond. Alors cette encyclopédie, je vous incite, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous incite vraiment à l'acheter, bien sûr. Gaël Le Tranchant doit être par ici. Mais surtout à la lire, hein, parce que il se trouve qu'il y a quelques années, Jean-Philippe, Franck Tannery m'ont fortement incité à embarquer Taïeb Afsi dans cette aventure de diriger une encyclopédie de la stratégie, qui était un truc complètement fou, puisque les bouquins ne se lisent pas, les articles non plus, et que tout le monde s'en fiche, et on se demande bien pourquoi. On va faire travailler 120 personnes pour écrire 80 chapitres d'une encyclopédie qui de toute façon ne se vendra pas. Alors, je ne sais pas si elle s'est bien vendue, j'ai plus les chiffres en tête. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que nous l'avons voulu à l'époque très ambitieuse quant à l'extension du domaine de la stratégie. Et que vraisemblablement cette ambition s'est avérée excessive au moment de la parution de la première édition. C'est-à-dire que cette encyclopédie traite de thèmes qui n'étaient pas tout à fait dans l'air du temps en 2014. Et peut-être a troublé un certain nombre de collègues, j'ose pas dire de professionnels, parce que je ne pense pas qu'il l'ait beaucoup ouvert, mais a sans doute troublé un certain nombre de collègues qui se sont dit, mais enfin, pourquoi parle-t-il de sujets qui sont quand même assez éloignés du cœur de ce qui est enseigné traditionnellement dans les cours de management stratégique. Alors, elle est très ambitieuse et j'attire votre attention sur le fait que ça n'est pas une encyclopédie comme les autres. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une collection de 80 entrées, mais il y a une structure. Et cette structure est une structure raisonnée. Et donc, on peut lire cette encyclopédie de deux façons. D'une façon traditionnelle, en picorant au gré des entrées qui nous attirent, mais on peut la lire de façon également plus approfondie si on se coule dans la structure qui est présentée dans l'introduction. Je voudrais terminer en vous disant qu'elle est une matrice, c'est-à-dire que j'espère bien, et nous espérons bien, qu'elle donnera lieu à de nombreux bourgeonnements. Quand je dis bourgeonnement, c'est qu'elle appelle naturellement des extensions qui ne prendront pas la forme d'une refonte totale de cette encyclopédie, mais qui devrait prendre la forme de pétales ou de nouveaux bourgeons sous des formes diverses. Et Jean-Philippe, je pense, dans le troisième temps, suggérera quelques directions dans lesquelles il nous semble que ces bourgeons mériteraient d'émerger, mais vous avez sans doute beaucoup d'autres intentions, et nous vous appelons les uns les autres
à relever vos manches, à prendre vos stylos ou à ouvrir vos claviers et à nous faire part des extensions que vous souhaiteriez initier dans cette encyclopédie. Merci Alain Charles.